Je vous propose de démarrer cette matinée avec, comme je vous le disais, donc, une personne, donc Monsieur Raphaël Capian, de la Direction générale de la santé. Monsieur Capian donc, est chef du bureau bioéthique et des éléments et des produits du corps humain, qui va nous expliquer brièvement, je vous en prie. Voilà. Je vous laisse la parole, Monsieur Capian, et puis je reviendrai vers vous avec quelques questions. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom du ministère de la Santé de l'invitation qui nous a été faite. Et donc voilà, je vais vous présenter très brièvement le rôle de la DGS et plutôt du bureau duquel je fais partie. Donc le rôle de la DGS, qui est une des 3 directions chargées de la santé du ministère, conjointement avec la direction générale de l'offre de soins et la direction de la sécurité sociale. Donc la DGS fixe la politique de santé publique au niveau national. Donc qui vise à l'amélioration de la santé des populations, la protection des populations, mais aussi la garantie de la qualité, de l'accès, de la sécurité du système de santé. Au sein de la sous-direction dans laquelle je fais partie, nous sommes en charge de la politique, des pratiques, des produits de santé. Ce qui veut dire qu'en fait, nous nous occupons de tout ce qui est médicaments, et donc notamment médicaments dérivés du sang, mais également tout ce qui est dispositifs médicaux et tout ce qui est éléments et produits du corps humain, donc c'est plutôt mon sujet, donc qui regroupe l'ensemble des produits du corps humain, donc bien sûr le sang, qui sert à la fabrication des médicaments dérivés du sang, mais également de tout ce qui est greffe d'organes, greffe de tissus, greffe de moelle osseuse, et également aussi tout ce qui est procréation, embryologie et génétique humaine. Par le passé, nous avons eu... le cœur de métier d'une direction d'administration centrale, c'est principalement l'organisation du système, donc ce qui passe bien sûr par la loi et le règlement, mais également par la tutelle que l'administration exerce sur les établissements et les agences qui sont chargés de mettre en œuvre sur le terrain cette politique, notamment en ce qui concerne mon bureau, donc qui a la tutelle de l'établissement français du sang, donc qui est chargé donc, de la collecte, de la qualification, de la distribution des produits sanguins labiles. Nous avons aussi, nous sommes présents au conseil d'administration du LFB, le laboratoire français de fractionnement des biotechnologies, donc qui est chargé en France. Donc c'est un laboratoire qui est une société anonyme, mais dont l'actionnaire unique est l'État, qui est chargé de la production de médicaments dérivés du sang que vous connaissez bien sûr. Mais également, nous sommes aussi en charge de la tutelle de l'ABM, de l'Agence de biomédecine, qui peut vous concerner donc bien sûr, principalement à travers les greffes de moelle osseuse de CSH. On a depuis plusieurs années un travail avec l'IRIS, on a beaucoup de différents sujets, donc par exemple une discussion autour du label éthique, ou la participation de votre association au sein du comité de suivi, d'un comité de suivi pour la sélection, pour l'arrêté qui définit les critères de sélection des donneurs de sang, donc qui a été modifié cet été, qui a principalement ouvert le don du sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais pas seulement. C'était un des aspects de cette modification. Il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été discutés à l'occasion. Et effectivement, nous sommes en ce moment dans des différentes discussions sur la question du portage des médicaments à domicile. Les relations que nous avons avec l'IRIS sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie sanitaire. Moi, je trouve à titre personnel que c'est un titre peut-être bien pompeux pour dire une chose toute simple, au final, qui est tout simplement que l'administration, le gouvernement est au service de l'ensemble des citoyens. Mais pour exercer ce service à l'ensemble des citoyens, nous avons aussi besoin de l'implication des citoyens dans le système de santé. Parce qu'en fait, l'État, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Et il a besoin de la participation des citoyens pour faire en sorte que le système collectivement fonctionne mieux. Et c'est pour ça que voilà, une association comme la vôtre est très importante pour nous. D'autant plus que dans le champ de la transfusion sanguine, les associations de patients organisés ne sont pas si nombreuses que ça. Nous avons principalement comme interlocuteur vous, et notamment l'Association française des hémophiles, mais c'est vrai que tout un champ de patients qui sont utilisateurs plutôt des produits sanguins labiles ne sont pas organisés en association, ce qui fait que le relais que nous pouvons avoir vis-à-vis de vous et les informations qui peuvent remonter de vous sont extrêmement importantes et précieuses pour nous à ce titre-là. Car en effet, nous avons besoin, par exemple, on a été alerté par vous sur différents types de pratiques, de problèmes, de terrain, pour lesquels nous n'aurions pas eu connaissance si vous ne nous aviez pas alerté. Donc c'est vraiment important. Nous avons vraiment besoin de vous pour cette remontée d'informations, cette remontée par rapport aux pratiques concrètes du terrain. Parce qu'effectivement, nous sommes, pour vous le dire très clairement, au sein de mon bureau, nous sommes une toute petite équipe. Et les gens qui sont chargés de la question des produits sanguins, nous sommes 3. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que nous représentons réellement, et donc de notre capacité de connaissance concrète du terrain, est malgré tout limitée. Donc nous avons besoin de vous.
Et nous avons aussi besoin de vous, parce que voilà, quand on met en œuvre une politique, par la loi, par le règlement, on a aussi besoin de relais sur le terrain pour expliquer cette politique et pour montrer les enjeux qu'il y a derrière. Donc voilà, donc c'est une relation, à mon sens, qui est une relation bénéfique mutuellement. Par ailleurs, les relations qu'on a avec l'IRIS, je tiens vraiment à le souligner, sont vraiment excellentes. Et autant on peut avoir on a eu des sujets de désaccord, par exemple sur le label éthique, par exemple, on a eu des discussions, donc on n'était pas d'accord. Mais ce qui nous importe, c'est d'avoir une relation saine et une relation avec un interlocuteur qui comprend véritablement les sujets et à la fois qui ait une attitude responsable et vraiment constructive. Et c'est vraiment, je tiens vraiment à le souligner, à vous remercier pour ça, parce que c'est quelque chose qui est, on pourrait imaginer que ce soit la norme, mais non, c'est pas si courant que ça. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux pour nous. Et donc voilà, je voulais vous remercier au nom du ministère de la Santé pour votre travail. Merci. Merci. Quelques questions. Oui, merci Voilà. Monsieur Capian donc, pour ces premiers éléments. Une des problématiques que nous avons donc, avec des médicaments, par exemple, quand il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché, comment se prend la décision donc, de le référencer dans les pharmacies? Et y a-t-il des essais cliniques conduits par des médecins et infirmières et cela est-il suivi d'effet? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans votre domaine de compétence? Alors, pas tout à fait, parce qu'effectivement, tout ce qui est l'aspect purement médicament, c'est pas tout à fait mon domaine de compétence, mais je crois que donc, l'ANSM est présent. Donc, peut-être sur toute la phase AMM, donc c'est vraiment une compétence de l'ANSM qui délivre les AMM. Donc, je pense peut-être que l'ANSM, peut-être en cours de matinée, pourra peut-être vous détailler exactement ce point-là. En revanche, par rapport à peut-être sur la question de la fixation du prix et du remboursement, je peux peut-être vous donner quelques éléments. Donc, à partir du moment où un laboratoire dispose d'une AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché du médicament, voilà, en théorie, non, il peut fixer librement le prix du médicament. Mais bien sûr, si ce médicament doit être remboursé, là, effectivement, le prix est administré, bien sûr. Donc, à partir de là, le laboratoire dépose un dossier auprès de la Haute Autorité de Santé qui va évaluer d'un point de vue purement scientifique les caractéristiques de ce médicament en fonction du dossier, des éléments qui ont été présentés. Donc, la Haute Autorité de Santé, à travers sa commission de la transparence, va évaluer deux choses. Donc, le service médical rendu, qui est finalement la question de savoir est-ce que le médicament rend vraiment un intérêt, rend un service médical et donc un intérêt pour être pris en charge par la solidarité nationale. Donc elle définit ce service médical rendu et également l'amélioration du service médical rendu. Donc là, qui répond à la question finalement si ce médicament est un progrès par rapport aux médicaments existants. C'est-à-dire savoir si est-ce qu'il est plus efficace, est-ce qu'aussi il a moins d'effets secondaires, etc., etc. Donc elle définit scientifiquement ces deux éléments qui sont ensuite soumis d'un côté au Comité économique des produits de santé et de l'autre à l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Donc c'est sur la base de l'amélioration du service médical rendu que donc ce qu'on appelle le CEPS, donc le Comité économique des produits de santé, va établir le prix de ce médicament. Ce prix qui va être fixé donc en fonction de cette ASMR, comme on dit, mais aussi en fonction des tarifs des autres médicaments qui existent dans le secteur, des autres tarifs qui peuvent exister à l'étranger, mais aussi du volume que le laboratoire estime devoir diffuser sur le territoire national, ou d'autres critères par rapport à la population cible visée. Et donc ce comité, c'est un comité interministériel qui réunit les différents ministères qui va fixer ce prix. Donc bien sûr, si l'amélioration du service rendu est excellente, forcément la négociation peut aller vers un prix qui soit peut-être plus intéressant. En revanche, s'il n'y a aucune amélioration, là le prix va être inférieur sans doute. Donc c'est moins intéressant pour le laboratoire, bien entendu. Ensuite, par rapport au service médical rendu, donc cet élément qui est défini par la Commission de la transparence de la HAS, qui est une autorité administrative indépendante, va être soumis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui va donc définir en fonction de ce SMR, ce service médical rendu, le taux de remboursement. Donc, bien sûr, avec un service médical rendu excellent, le taux de remboursement va être important, donc le maximum 65%. Si en revanche, elle estime qu'il n'y a aucun service médical rendu, il y aura pas le taux de remboursement va être égal à 0. Donc effectivement, donc ces deux éléments, fixation du prix et taux de remboursement, sont vraiment, bien sûr, vitaux pour un laboratoire. Donc effectivement, en fonction de ces deux critères et donc du prix derrière et du remboursement, ça peut forcément impacter la façon dont un laboratoire diffuse ou souhaite diffuser un nouveau produit en France en l'occurrence. Okay, merci, c'est très intéressant pour nous effectivement, ces éléments-là. Ensuite, au niveau de l'hémovigilance, comme vous le savez,
On nous demande donc, pour des raisons de traçabilité, de garder donc toutes nos fiches de produits qui, en priori, devraient être rendues aux pharmaciens, mais on sait en fait en pratique, malheureusement, que ça ne se fait pas. Donc je ne sais pas si c'est un problème entre pharmaciens et patients, mais bon, en tout cas, en pratique, on ne nous demande pas donc, de rendre compte à ce sujet. Est-ce que vous avez peut-être des éléments à cette... Quelques éléments. Voilà, quand je vous parlais de l'importance du lien avec une association telle que la vôtre, c'est ça précisément. C'est que voilà, nous, on n'est pas derrière chaque pharmacien, on n'est pas au sein de chaque pharmacie. Donc ce genre de choses, on ne peut finalement les savoir que par votre biais, que par votre expérience concrète de patient. Donc effectivement, la pharmacovigilance, c'est extrêmement important. Et la traçabilité, c'est un élément de la sécurité absolument vital. Et donc toutes ces données, normalement, doivent remonter. Car en effet, la traçabilité, ça permet plusieurs choses. Ça permet par exemple, si un produit, on découvre que dans le processus de fabrication d'un produit, par exemple les éléments utilisés pour ce produit, par exemple un don, puisque voilà, les médicaments dérivés du sang sont fabriqués à partir de plasma, si par exemple on décèle chez des donneurs un problème, il va falloir retrouver, grâce à la chaîne de traçabilité, tous les lots qui ont été fabriqués à partir de ce produit pour les rappeler potentiellement. Ou si on découvre au sein du processus de fabrication de ce produit qu'il y a eu un problème technique, un défaut de fabrication, il va aussi falloir remonter cette chaîne de traçabilité pour retrouver tous les patients, pour déjà rappeler les produits. Mais aussi, si ces produits, parce que bien sûr, des fois, on peut découvrir un problème ultérieurement, si ces produits ont été administrés, cette traçabilité est encore plus importante puisqu'il faut retrouver chaque patient à qui ce produit est administré pour potentiellement prendre des mesures ou le suivre pour voir s'il y a eu des effets, etc. etc. Donc c'est vraiment très important. Par ailleurs, la traçabilité permet aussi d'analyser des signaux faibles et qu'on voit par exemple, on peut imaginer un problème qui émerge chez un groupe de patients par exemple, et grâce en fait à la remontée, se rendre compte que finalement ce problème va être lié par exemple à un lot, à un type de médicament. Et c'est ça qui va permettre de prendre des mesures. Donc c'est vraiment vital la remontée de cette information, une traçabilité fiable. Et donc voilà, ce problème que vous nous exposez, a priori, effectivement, c'est problématique. Donc voilà, on a été alerté il n'y a pas longtemps sur ce sujet. On va se retourner principalement donc, vers la DGOS, donc, qui est en charge de l'offre de soins et en lien avec les hôpitaux, pour vraiment faire un état des lieux de la situation et remédier le plus rapidement possible si on découvre des manquements en la matière. Je crois que vous évoquiez lors de nos échanges ce matin la nécessité en fait de garder pendant 30 ans en fait, il me semble. Oui, effectivement, les données doivent être conservées pendant extrêmement longtemps, puisque effectivement des effets potentiels peuvent par l'administration récurrente peuvent se découvrir beaucoup plus tard. C'est des signaux faibles, donc effectivement les données doivent être conservées extrêmement longtemps. C'est vraiment un des éléments importants de cette traçabilité. Et la difficulté effectivement que nous avons nous les patients dans le cadre de nos maladies, c'est qu'en fait certains patients sont traités donc à l'hôpital, donc là les produits effectivement sont directement stockés à l'hôpital, mais pour d'autres pathologies comme la mienne, un DICV par exemple, le traitement donc se passe éventuellement à domicile sous forme d'immunoglobuline en sous-cutanée. Donc là, on est directement, on est très très loin du laboratoire qui effectivement a fabriqué ce produit. Donc ensuite, retrouver les produits comme ça qui ont été déjà distribués et qui sont déjà chez les patients, j'imagine que c'est compliqué. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment un système d'alerte qui existe Il existe un système d'alerte parce qu'effectivement, à chaque fois que si un lot est repéré défectueux, effectivement, pour le coup, c'est une décision de police sanitaire de l'ANSM qui va décider de rappeler ce lot. Effectivement, ça met en branle tout un système pour pouvoir rappeler les lots. Alors, à la fois rappeler tous les lots qui n'ont pas encore été consommés et ensuite, effectivement, voir si ces médicaments ont été administrés et potentiellement suivre les patients. Donc, en l'occurrence, a priori, pour les immunoglobulines, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de rappel de lots. Ou peut-être il y a très longtemps, mais alors là, ma connaissance du secteur ne va pas aussi loin historiquement. Mais effectivement, pour d'autres médicaments dérivés du sang, on a eu fréquemment des rappels de l'eau, notamment, alors maintenant ça n'existe plus, mais c'était au moment de la fameuse crise de la vache folle, où effectivement des donneurs qui étaient infectés par le prion, en fait, on utilisait leur plasma pour fabriquer des médicaments dérivés du sang, et donc dès qu'on repérait qu'un donneur avait les symptômes de cette maladie, effectivement, on rappelait de façon systématique ces médicaments. Voilà, donc ça c'est une mesure d'ailleurs qui existe toujours. Bon, alors, en l'occurrence, l'épidémie de prion est terminée, il n'y a plus de cas depuis de très nombreuses années, mais le dispositif existe encore. Et donc il existe pour ça, mais il existe pour potentiellement d'autres types de maladies qui pourraient émerger. Okay. Merci donc beaucoup pour tous ces éléments.
Et puis, effectivement, merci aussi d'être là à nouveau un samedi matin, démarrer comme ça un peu tôt, c'est toujours compliqué. Donc, en tout cas, merci à nouveau. Merci à vous.